je vais un petit peu enfoncer le clou sur la théorie du genre pour bien qu'on comprenne les choses. Elle fonctionne donc, vous l'avez entendu avec notre ami, comme un schéma explicatif anthropologique qui est à la fois réducteur et totalisant, c'est-à-dire une idéologie, en affirmant que les genres masculins et féminins sont le produit de préjugés socioculturels, déconnectés de la dimension sexuée de la personne. Donc en fait, cette idéologie ne nie pas la différence biologique et génétique entre les hommes et les femmes. Souvent, dans les milieux cathos, pour faire vite, on va dire ça, la théorie du gender nie la femme, l'homme. C'est pas ça. Elle établit en fait une distinction pernicieuse entre le sexe inscrit dans le corps et l'identité de genre, masculin, féminin, dont elle affirme qu'elle est socialement construite et artificiellement reproduite. C'est pour ça que lorsque hier, quand le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, dit qu'il n'y a pas de débat sur la théorie du genre à l'école, en disant si l'idée c'est qu'il y a une différence physiologique, biologique entre les uns et les autres, je trouve ça absurde et je suis contre la théorie du genre, il noie un petit peu le poisson dans l'eau, il essaye de minimiser les choses puisque la théorie du gender, elle ne nie pas ça. Et dans la même interview, il dit bien que lui, ce qu'il veut, c'est lutter contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Et là, on se retrouve en plein dans la théorie du gender. Cette idéologie, si vous voulez, elle est, pour nous, catholiques, et puis pour tous les hommes de bonne volonté, elle se présente comme une attaque en règle contre la loi morale naturelle. Parce que parmi les grands dynamismes naturels à l'œuvre dans la personne humaine, il y a l'attirance réciproque entre l'homme et la femme, et chacun des deux saisit cette inclination, non pas comme une loi imposée par la culture, mais comme s'affirmant à partir de leur nature sexuée spécifique. Donc, en s'opposant à cela, la théorie du genre, finalement, elle rejette toute signification anthropologique et éthique à la distinction naturelle et à la complémentarité entre les sexes. Et donc, c'est une espèce d'hérésie anthropologique qui voudrait inventer une humanité déliée de cette complémentarité de l'homme et de la femme. Et c'est pour ça que la meilleure réponse à la théorie du gender, c'est un document publié en 2004 par la Congrégation pour la doctrine de la foi et qui s'appelle « La collaboration de l'homme et de la femme dans le monde contemporain », signé par le cardinal Joseph Ratzinger. Je vous invite vraiment à le lire parce qu'il y a une étude très approfondie sur cette thématique. Alors, évidemment, parce que les différences entre les rôles sexuels associés au féminin ou au masculin relèvent de la pure construction culturelle, nous dit cette théorie, et donc ne seraient que des stéréotypes de l'éducation, eh bien les promoteurs du gender vont faire de la prise de contrôle de l'enseignement, de la subversion de l'éducation, du formatage des consciences, l'un des axes majeurs de leur combat. Et vous comprenez pourquoi la théorie du gender est l'objet d'un investissement politique majeur à l'heure actuelle. Ça a commencé en fait lors du précédent quinquennat avec la circulaire de 2010 que vous avez rappelé. Et il est exigé depuis, c'est paru au bulletin officiel, une compétence exigible des élèves, différenciée à partir de la confrontation des données biologiques et des représentations sociales, ce qui relève de l'identité sexuelle, des rôles et de leurs stéréotypes dans la société. Donc, de toute façon, la théorie du gender, ça y est, elle est en place. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la déployer. Et justement, dans son projet de refondation de l'école de la République, eh bien, le ministre, il veut profiter de ce projet de loi pour mettre une véritable machine de guerre en route visant à déconstruire, je cite, les stéréotypes de genre, à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles, lettre au recteur du 4 janvier. Et pour cela, il a plusieurs moyens pour parvenir à ses fins. Un nouvel enseignement obligatoire de morale laïque, à raison d'1 heure par semaine de la grande section à la terminale, les programmes de SVT,
Et puis, on peut penser aussi les programmes d'éducation civique qui vont maintenant faire la part belle au mariage homosexuel pour expliquer la loi, etc. Et il sera, à mon sens, complètement interdit de remettre en cause ce genre de choses. Et le ministre sait que pour bâtir sa nouvelle société, il faut faire d'abord de l'école un lieu de rééducation morale et de l'enseignement un moyen de propagande pour les nouvelles générations. C'est ce qu'il dit clairement. Je passe pour ne pas prendre trop de temps. Vous avez par exemple un extrait d'un des manuels en vigueur, qui, je ne crois pas que vous l'ayez cité, qui dit « L'identité sexuelle est la perception subjective que l'on a de son propre sexe et de son orientation sexuelle. Seul le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. » Donc vous voyez, on refuse que la différence sexuelle inscrite dans le corps possède une signification pour la personne. Donc la conséquence logique du raisonnement, et j'en viens à la bioéthique, c'est que si l'identité sexuelle est déconnectée du sexe biologique, l'hétérosexualité n'a pas le privilège de l'universalité. En dynamitant la complémentarité naturelle entre l'homme et la femme, et en niant qu'ils soient des êtres naturellement sexués et ordonnés l'un à l'autre, eh bien le gender détricote la matrice hétérosexuelle, comme dit la philosophe Judith Butler aux États-Unis, figure de proue du gender. Et donc si l'être humain n'est plus défini par son sexe biologique, facteur d'oppression, il devient libre de construire sa propre identité de genre en fonction de ses préférences sexuelles. Et c'est pour cela que maintenant, dès l'école primaire, voire maternelle, on a en ce moment une surenchère de recommandations d'experts en pédagogie active égalitaire, le titre officiel, où il faut faire le ménage dans les bibliothèques de classe, il faut faire disparaître des rayonnages les ouvrages trop genrés, comme les histoires de princesses et de chevaliers, les contes de fées truffés de clichés hétérosexuels, jusqu'à, je cite, « Petit ours brun jugé inopportun avec ses représentations de papa fumant la pipe en lisant le journal et maman au fourneau ». Et il faut en même temps promouvoir une littérature de Genèse à base de scénarios homosexuels. Donc papa porte une robe, deux papas girafes qui adoptent un bébé crocodile. Je n'ai pas retenu tous les titres, mais ils existent. Et un syndicat influent, hier, le SNUP FSU, veut promouvoir cette nouvelle littérature de jeunesse. Il faut commencer très tôt. Si vous voulez que toutes les nouvelles générations choisissent leur orientation sexuelle et soient libres de leur corps et de leur orientation sexuelle, il faut commencer très tôt, évidemment. Évidemment, les lobbies lesbiens, homosexuels et transsexuels ont vite compris l'aubaine qu'il y avait à reprendre à leur compte ce travail idéologique. Parce que le mouvement homosexuel désire lui aussi par-dessus tout faire abstraction du corps sexué. Ne serait-ce parce que ses membres n'ont par définition aucun pouvoir de procréation entre eux. Donc il y a eu une alliance très forte dès le départ aux États-Unis entre les féministes du genre et le mouvement homosexuel, pour redéfinir le couple en dehors de toute altérité sexuelle et justifier leur droit à l'enfant en le désarticulant de la chair. Eh bien, les militants homosexuels ont en effet tout intérêt à s'appuyer sur la théorie du genre, puisqu'elle opère cette dissociation entre corps sexué, orientation sexuelle, procréation. Alors évidemment, aujourd'hui, on a la possibilité technique de recourir aux dons de gamètes pour les couples de femmes et aux mères porteuses pour les couples d'hommes. Quand on dit que la loi Taubira n'a pas institué la PMA et la GPA, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque de manière indirecte, elle va promouvoir la fabrication d'enfants adoptables à l'étranger qui seront en quelque sorte réimportés en France et qui seront adoptés. Le couple qui s'est marié hier à Montpellier avait déjà un enfant né par mère porteuse. Maintenant qu'ils sont mariés, les deux sont déclarés pères de l'enfant. Le premier bébé qui est né en France cette année, c'était à Moulins.
de deux jeunes lesbiennes, dont une est allée se faire inséminer à Bruxelles. Et elles avaient bien dit dans leur entretien avec le journal, parce que c'était le premier bébé français cette année, qu'elles, dès qu'il y aurait le mariage, toutes les deux seraient déclarées mères. Donc il suffit de continuer ce tourisme reproductif à l'étranger pour avoir les enfants dont on a besoin. Mais la conséquence bioéthique la plus incroyable, c'est celle qui a trait aux cellules souches. Cellules souches et homoparentalité. Alors accrochez-vous un petit peu. Vous allez voir, je vais faire une digression sur les cellules souches reprogrammées. Vous savez que le professeur Yamanaka a eu le prix Nobel cette année pour la découverte de cellules souches qu'il arrive à reprogrammer à partir de cellules de peau. Il prend une cellule adulte, il a une technique de reprogrammation, elle redevient une cellule souche de type embryonnaire, et il peut ensuite la différencier en cellules cardiaques, hépatiques, osseuses. Et vous savez qu'on s'est beaucoup appuyé sur cette découverte majeure. Vous savez que Benoît XVI a reçu Yamanaka en 2006 au Vatican pour justement lutter contre la recherche sur l'embryon. Mais certaines équipes ont réussi l'année dernière à prendre une cellule de la peau d'un lapin et de la transformer en cellule souche, puis de la faire dériver en spermatozoïde ou en ovule. Donc la revendication à l'heure actuelle qu'on peut estimer à 15-20 ans si la technique est au point, ce serait que deux femmes, l'une des deux donne son ovule personnel et l'autre, on lui fabrique à partir de cellules souches reprogrammées un spermatozoïde et qu'on féconde en laboratoire les deux cellules et que l'enfant qui naîtrait serait des deux patrimoines génétiques des deux femmes. Et on pourrait faire pareil avec deux hommes, en créant un ovule à partir d'une cellule de peau humaine. Donc dans ce cas-là, on aurait un aboutissement absolument incroyable de la théorie du genre, puisqu'on aurait une reproduction qui resterait sexuée, mais qui aboutirait à donner un enfant à un couple asexué. La théorie du genre, elle affirme aussi que les valeurs traditionnelles féminines, je cite, ne sont que l'expression d'une aliénation nourrie par des préjugés culturels, qu'il faut là aussi déconstruire. Tout ce qui relie féminité et don de la vie, eh bien, c'est pris en aversion par les féministes du genre. Et c'est pour ça qu'il y a eu des connivences très tôt entre cette idéologie et le concept de santé reproductive. Et ce, jusqu'au sein des plus hautes instances internationales. Rien de tel, en effet, que de nier la spécificité féminine, que de désolidariser radicalement la procréation de la sexualité et de soutenir les droits à la contraception, à l'avortement. Puisqu'en exerçant un contrôle effectif sur leur corps, eh bien, les femmes vont pouvoir se libérer du carcan de la nature. La maternité, pour les théoriciens du genre, elle est tenue pour une injustice foncière, puisque seules les femmes sont contraintes de concevoir et de porter des enfants. Donc il n'est pas étonnant que dans tous les manuels de SVT cités tout à l'heure, on fasse figurer côte à côte dans le même module d'enseignement les présupposés de la théorie du genre et la maîtrise technique de la fonction de la reproduction. Alors vous avez tout, IVG médicamenteuse, contraception d'urgence et à l'inverse, fécondation in vitro. Et cette logique d'émancipation de la femme nous permet de comprendre pourquoi le ministère de l'Éducation nationale vient pour la première fois de signer une convention cadre qui établit entre lui et le planning familial, donc c'est signé le 11 avril de cette année, une convention qui stipule que cette association peut désormais organiser des formations pour l'ensemble des personnels intervenant au milieu scolaire, dont les professeurs, et qui va s'appuyer, je cite, sur les questions de genre et de sexualité. Vous voyez, les deux s'articulent ensemble maintenant. Mettre en œuvre auprès des élèves des actions éducatives, leur proposer des consultations gynéco avec prescription de contraceptifs, orientation suivie au sujet de l'IVG. Et l'article 1 de cette convention entre le ministère et le planning familial établit que l'objet général est l'amélioration de l'éducation à la sexualité, de l'information en matière d'accès à l'IVG, ainsi que de la lutte contre les stéréotypes de genre et les comportements homophobes. La jonction est faite aujourd'hui.
Une dernière conséquence bioéthique par rapport, je dirais, à ce mouvement de remise en cause radicale de la spécificité du corps de la femme, c'est l'appel du Collège français des gynécologues à autoriser ce qu'ils ont appelé l'autoconservation sociétale des ovocytes. En fait, on sait maintenant congeler des ovules. Ça s'appelle la vitrification. Et les gynécologues se sont dit que finalement, vu que les femmes doivent assumer des contraintes liées à leur carrière professionnelle, à leurs études, qu'elles ont beaucoup d'aléas dans leur vie sentimentale, eh bien le jour où elles trouvent le compagnon de leur vie, il est un peu trop tard et leur fertilité a décliné. Donc il s'agirait de libérer les femmes des contraintes biologiques liées à leur corps, de s'affranchir des limites imposées par la nature à la reproduction humaine, et donc de faire droit à une médecine de convenance qui permettrait de congeler ces ovules à 25 ans et de les récupérer vers 35-40 ans, quand on est bien installé, pour offrir une assurance fertilité aux femmes qui le désireraient pour avoir l'enfant au moment choisi. Quelque part, là aussi, il y a des liens avec les féministes du genre qui, depuis le départ, veulent libérer la femme de tout ce qui s'impose à elle. Tout ce dont je vous parle, ce n'est pas du tout de la science-fiction ou des choses extravagantes, c'est discuté en ce moment même par le Comité national d'éthique qui va rendre un rapport cet automne et qui s'est autosaisi de toutes ces questions. Donc vous voyez que même l'assistance médicale à la procréation, qui jusqu'à présent imitait tant bien que mal la nature et le modèle familial traditionnel, elle est devenue intolérable à une partie de nos élites, puisqu'on s'obstine à donner un père et une mère à un enfant. C'est comme si les fécondations in vitro restaient prisonnières d'une idée du bien finalisé par la nature, et donc il faudrait se libérer de cette référence biologique à la famille. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on parle de tout ça, de fécondation in vitro pour des femmes célibataires, de conservation des ovules, de l'ouverture de toutes ces techniques aux couples homosexuels, etc. L'idée générale, c'est celle-ci, il faut établir une rupture radicale entre l'ordre biologique ancien, qui a servi de principe directeur même à nos lois de bioéthique, et la théorie du genre permet justement de s'affranchir, d'affranchir la filiation elle-même de cet ordre moral qui la renvoie à quelque chose de dépassé et de la dissocier radicalement du modèle procréatif classique. Alors que faire ? En 2 minutes, je ne vais pas évidemment donner toutes les pistes, et moi-même d'ailleurs je ne les connais pas, et j'espère apprendre de vous et de tous les intervenants ce soir. Il me semble que la première chose, c'est qu'il faut prendre la mesure de l'ampleur de ce projet de mise en œuvre de la part de l'État, cette construction d'une nouvelle société via l'école, via l'éducation des nouvelles générations, les répercussions que cela implique pour nous en termes de responsabilité, en termes d'objection de conscience pour les parents, les élèves, les professeurs. Sera-t-il même possible dans plusieurs mois pour un professeur de SVT d'exercer sa profession librement dans un établissement public ? Quant aux parents, est-ce qu'ils peuvent se contenter de conseiller à leur enfant de raser les murs, d'en dire le moins possible pour ne pas s'attirer les foudres du système, de répondre ce que l'on attendra d'eux aux examens pour ne pas avoir d'ennui? Je voudrais finir en rappelant 2 considérations qui me semblent importantes de garder à l'esprit. La première est énoncée dans l'article 5 de la Charte des droits de la famille du Saint-Siège, dont nous allons fêter les 30 ans, le 22 octobre prochain. Je cite, « Les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants conformément à leurs convictions morales et religieuses. Ils ont le droit d'obtenir que leurs enfants ne soient pas contraints de suivre des enseignements qui ne sont pas en accord avec leurs propres convictions morales et religieuses. » Les 2, morales et religieuses. SOS homophobie, planning familial et même les programmes. En particulier, l'éducation sexuelle, qui est un droit fondamental des parents, doit toujours être menée sous leur conduite attentive. Sinon, les droits des parents s'en trouvent violés. La seconde considération, parce qu'on parle beaucoup des droits des parents, des droits des catholiques, on veut nos droits, mais la seconde considération,
Elle émane de la déclaration sur l'éducation chrétienne du Concile Vatican II, dont nous fêtons les 50 ans. Parce qu'il y a le versant droit des parents, mais il y a les devoirs, et on est tous plus ou moins, j'allais dire, parents dans cette salle, ou pères spirituels, on va dire, et bien, à côté de ces droits des parents, le texte du Concile Vatican II met en lumière le grave devoir qui incombe aux parents. Je cite, « Le Concile rappelle aux parents catholiques le devoir de confier leurs enfants, où et quand ils le peuvent, à des écoles catholiques. » Ce n'est pas une option, j'ai un lycée catholique, j'ai un lycée privé sous contrat, j'ai un lycée hors contrat, bon, c'est quand même sympa qui... Vous voyez, non, c'est un devoir, quand je lis les choses telles qu'elles sont écrites. Et donc, face à un pouvoir qui oppresse toujours plus les consciences, qui s'arroge le droit de redéfinir la nature humaine, en niant la différence originelle entre les sexes, leur complémentarité, y a-t-il encore un compromis possible ? La résistance, elle va passer par de multiples chemins, mais il me semble que celui de la fondation toujours plus soutenue d'écoles qui vont se désolidariser de ce système est urgente. Et Benoît XVI n'a-t-il pas fait de la réponse des chrétiens à l'urgence de l'éducation, disait-il, le prix de leur liberté ? Je vous remercie.